Bienvenue dans 94 degrés à l'ombre, chaque dimanche sur Canal B, de midi à 14h. L'émission a pour objectif le maintien des liens entre personnes détenues, leurs familles, leurs proches et leurs amis. L'émission est assurée par des militants et militantes qui souhaitent soutenir la lutte anticarcérale. Vous pouvez laisser vos messages par téléphone tous les dimanches de 10h à 11h30 au 02 99 52 77 66. Par mail à l'adresse 94 degrés à l'ombre @protonmail.com ou par courrier à l'adresse Canal B, 94 degrés à l'ombre, 6 cours des Alliés, 35 000 Rennes. Ces messages seront diffusés dans l'émission 94 degrés à l'ombre sur Canal B. Pour suivre l'actualité de l'émission, retrouvez-nous aussi sur notre page Facebook 94 degrés à l'ombre. A tout de suite. Oui. Salut tout le monde. Salut. Est-ce que peut-être on se représente pour tous les gens qui nous écoutent en podcast? Moi c'est Camille. Moi c'est Elle. Moi c'est Sauterelle. Moi c'est Falco, un ancien détenu. Yo yo. Voilà, merci et à tous on a d'être là. hâte de faire ce point info avec vous. Allez. On va vous parler de tout plein de choses. Voilà, donc bienvenue sur 94 degrés à l'ombre, l'émission contre toutes les prisons, tous les lieux d'enfermement. Et contre tout en fait. Alors peut-être pas à ce point, parce qu'il y a des choses pour lesquelles on est pour quand même, mais voilà. Et ben je crois que Falco voulait nous faire un point sur un maton qui s'est suicidé à la tôle de Poissy, et puis qu'on puisse un peu discuter de tout ça, voir ce qu'on en pense, voilà, relayer un peu ces infos. Moi j'ai appris qu'il y avait un maton qui s'était suicidé, et malheureusement la seule chose que j'ai à dire c'est que ce sera les détenus qui vont en payer les conséquences automatiquement. Donc quand on n'est pas apte à faire ce travail, je vois pas pourquoi on se mettrait la fin. Donc à toutes les personnes qui m'écoutent, les personnes que je connais, avec qui j'ai de très gros liens quand j'étais en détention, protégez-vous et faites attention à vous. Restez dans votre coin et gardez votre calme. Et je pense que la personne se reconnaîtra suite à ça. Ok, donc pour l'instant, si j'ai bien compris, on n'a pas beaucoup plus de précision sur ce suicide. On imagine peut-être les raisons, je sais pas. Un surveillant en détresse, Ouais. qui ne sait pas gérer ses émotions. Mais je pense qu'on peut dire qu'en vrai, dans les professions, un peu genre même chez les policiers, c'est une des tafs où il y a le plus de suicides. Ouais. Et mais parce qu'en fait, je pense que aussi être violent avec les autres, ça finit par devenir violent pour soi aussi. Pour moi, c'est ce qui explique aussi le grand nombre de suicides. Et ouais. Et puis même, on sait bien qu'à l'administration pénitentiaire, par essence, elle est violente. Par essence, elle reproduit de la violence. Et je pense que c'est toujours bien aussi de mentionner que c'est aussi sur les matons. Même si ça sera jamais nos alliés, ça sera toujours des ennemis de classe, dans le sens où ils enferment, et ils perpétuent l'enfermement. Mais c'est toujours bien de préciser, de parler aussi quand eux aussi ils meurent, quoi. Et du coup, moi, je viens de voir sur un article qui parle de la mort de cette personne que du coup, il y a une cellule psychologique qui va être mise à disposition des personnels de l'établissement, donc de la prison de Poissy dans lequel il bossait, afin de les accompagner dans ce moment particulièrement éprouvant. Et du coup, c'est intéressant de voir que c'est le genre de chose qui est mise en place quand un maton décède, mais que après toutes les morts qu'on a pu voir en tôle récemment, et puis de façon générale, on ne propose pas d'accompagnement psychologique aux personnes en tôle qui perdent des proches en fait entre les murs de la prison, et qui savent que ça pourrait aussi leur arriver ou à d'autres proches d'elles et eux. Donc voilà le traitement à double tranchant, tout ça. Ouais. Et pour rebondir sur ce que disait Falco, je pense que, on est d'accord pour dire que maton ou keuf, c'est des métiers qui en vrai sont difficiles et exposent à la violence. Mais je pense que dans les médias, on a tendance à dire que c'est à cause des détenus ou à cause des délinquants, entre guillemets, là où en fait c'est des métiers difficiles parce que ils travaillent pour un système qui est violent et qui les met toujours dans des conditions de pression, de confrontation à de la violence, et dans aussi des positions où tu commets de la violence, et ce qui est en vrai très difficile à gérer pour un cerveau humain de voir et de faire de la violence, je pense.
Et on l'avait vu, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, où il y a eu des révoltes, ou pas des révoltes, mais en tout cas des mobilisations de matons. Et je pense que c'est toujours utile de parler du fait que on écoute toujours les matons, on les plaint sur leurs conditions de travail, on autorise la grève et tout. Mais en vrai, à chaque fois, ça retombe sur les détenus. On l'avait vu pendant les mouvements de grève des matons, où les détenus, du coup, n'allaient plus en promenade, ne se douchaient plus et avaient très peu de cantine. Des fois, ils mangeaient 1 fois par jour, des fois, ils mangeaient pas, en fait, à cause, du coup, de ces matons qui se plaignaient de leurs conditions de travail. Du coup, matons qu'on écoute toujours, mais détenus qu'on n'écoute jamais. Du coup, c'est toujours bien de rappeler ça. Je confirme, parce que je l'ai vécu en 2024, suite à une évasion un peu spectaculaire. Mais ouais, c'est vrai qu'on a été privé de promenade, on avait été privé de repas. Moi-même, je me suis fait percuter par des iris dans ma cellule. Donc, je trouve pas ça correct. Donc, c'est vrai que quand il y a un surveillant malheureusement qui est mort, c'est vrai qu'on fait tout ce qui est autour, mais quand il y a des détenus, on fait rien, on les laisse dans leur coin, et vu que c'est pas de leur famille, on les laisse de côté et on pense pas aux familles, aux femmes, aux enfants, et je trouve ça un peu dégueulasse, pour parler cru, parce que le métier de maçon, c'est un métier à patience, le métier de policier, c'est un métier à patience, le métier de juge, c'est à patience aussi. Donc si on n'a pas de patience, on doit pas faire ce métier-là. Ouais, je partage de ouf. Et en parlant de violence sur les matons, Falco, je crois que tu voulais faire une petite dédicace à Norman H. Oui. Norman, si tu m'écoutes, j'ai envoyé un petit message à ton fils. Donc je sais pas si tu l'as reçu. Mais voilà, j'ai fait une demande de parloir. Donc j'attends le retour en espérant que ce soit accordé. Donc voilà, prends soin de toi et voilà, oublie pas qu'il y a beaucoup de monde derrière toi. Et surtout, tiens-toi calme et n'oublie pas qu'il y a tes enfants qui pensent à toi. Et il y a ta femme aussi. Voilà mon petit Norman. Merci beaucoup pour ta dédicace et ton point info. Et du coup, je crois qu'on avait eu d'autres points à aborder. Je sais pas si Camille, tu veux nous introduire tout ça, nous dire de quoi tu voulais nous parler aujourd'hui. Il y avait plusieurs choses. De ouf, ouais. Moi, j'ai été voir une amie il y a pas longtemps qui m'a parlé des zones d'attente. Alors, je vous spoil pas trop, j'ai trouvé un podcast qu'en parlait qui est disponible sur West Track, qui est une radio du Havre, qui est disponible du coup en podcast également. Ça s'appelle Enfermé nulle part, un documentaire sur les zones d'attente. Du coup, on s'écoute ça tout de suite. Ya había yo avisado a mi familia que ya había aterrizado, que ya estaba en Francia. Il avait déjà prévenu sa famille et sa conjointe qu'il était arrivé à l'aéroport. Ensuite, Y después de eso, pues, il a été privé de contact avec l'extérieur. Moi, je m'appelle No, ou Nausicaa Price. J'habite à Angoulême et là, on est en tournée du coup avec Antoine depuis 3 jours pour faire écouter le documentaire Enfermé nulle part, qui est un documentaire sur lequel on a travaillé pendant ces 3 dernières années. Et moi, c'est Antoine Boujard, j'habite en Dordogne. Et oui, ça fait 3 ans que je travaille avec nous sur ce documentaire Enfermé nulle part. Et du coup, là, on a fait une tournée en Normandie. C'est le dernier jour en Normandie. Et puis demain, on va en Ille-et-Vilaine, en Bretagne, pour diffuser à Rennes et à Fougères. Enfermé nulle part, un documentaire d'Antoine Boujard et Nausicaa Price. Alors c'est un documentaire qui s'appelle Enfermé nulle part, il dure 54 minutes et il est diffusé sur la radio-télévision suisse, donc en accès libre, et c'est un documentaire qui parle des zones d'attente, qui sont du coup des zones d'enfermement aux frontières françaises, au niveau des aéroports, des ports et des gares internationales. Donc dans ce documentaire, nous on a été en partenariat avec une association qui intervient dans ces lieux, qui s'appelle l'ANAFE, donc on a enregistré des permanences de bénévoles par téléphone qui arrivent à joindre des gens enfermés dans ces zones-là pour leur donner des informations et leur donner accès à leurs droits. On a aussi joint par téléphone des gens qui étaient directement enfermés et on a mené une composition électroacoustique qui accompagne le documentaire. Ce sont un peu les 3 personnages de ce documentaire-là qu'on découvre avec une narration qui essaie de faire comprendre un peu les logiques de cet enfermement-là et celle de l'administration française en ce qui concerne ces personnes qui cherchent à entrer en France. Allô ? Oui, bonjour, je suis bien à la police aux frontières ?
Oui, Léa Rougeau de l'association ANAFE. Je vous appelle afin de savoir si vous avez des personnes maintenues en zone d'attente aujourd'hui. Non, personne. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, bonjour madame, c'est l'ANAFE. Je vous appelle pour vous demander si vous avez des personnes maintenues en zone d'attente à Nice. Ok, merci. Au revoir. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Nicolas, je suis bénévole à l'ANAFE. Je vous appelais pour savoir si des personnes maintenues en zone d'attente. Je vais quand même revenir un peu sur la jeunesse parce que ce documentaire-là, on l'a fait parce que nous, à la base, on a été militants à l'ANAFE. L'ANAFE, c'est l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères. Donc on a été militants, No est devenu documentariste après, moi j'étais déjà documentariste, mais quand je suis rentré dedans, je me suis dit qu'il fallait raconter ça. Mais tous les deux, on voulait pas le raconter tout seul, du coup on s'est mis à quatre mains pour pouvoir le faire mieux. L'ANAFE, c'est une association qui est basée à Paris. C'est l'association qui travaille sur les zones d'attente. Son volet principal, c'est le plaidoyer pour dénoncer ce qui se passe dans les zones d'attente. Mais pour le plaidoyer, il est nourri par des actions de terrain. Des actions de terrain qui sont de trois types. Il y a les permanences téléphoniques, donc c'est l'accès aux droits par téléphone pour les personnes qui sont placées en zone d'attente, mais aussi pour les proches des gens qui sont placés en zone d'attente. Enfin, il y a différents interlocuteurs pour les bénévoles qui font ces permanences-là. Il y a les permanences en présentiel, mais qui ont lieu que à Roissy, parce que Roissy c'est la grosse zone d'attente où la plupart des gens sont enfermés. Donc, l'ANAFE a un bureau là-bas pour faire de l'accès aux droits pour les gens qui sont à Roissy. Et le troisième volet, c'est les visites. Donc, mais il n'y a pas que l'ANAFE qui fait ça. Il y a 11 associations qui ont chacune 10 cartes de visiteurs pour des militants qui peuvent aller visiter de façon inopinée les zones d'attente. Donc là, dans ces moments-là, l'idée c'est pas de faire l'accès aux droits pour les gens, c'est plutôt d'aller voir l'état des zones d'attente, s'entretenir avec la police aux frontières pour voir quelles sont les pratiques quotidiennes qui sont mises en place dans les zones d'attente, et aussi s'entretenir avec les gens pour voir qu'est-ce qui se passe pour eux, aussi bien évidemment leur donner des infos sur parce que souvent ils sont pas au courant de où ils sont, qu'est-ce qui se passe pour eux, qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui vont venir. Du coup, faire un peu l'accès aux droits, des premiers secours, j'ai envie de dire. Ensuite, c'est les permanences qui prennent le relais. Et de temps en temps, intervenir auprès de la police aux frontières quand il y a des manquements aux droits humains, type la police aux frontières qui veut pas appeler un médecin pour une personne qui souhaite voir un médecin, pour une personne qui veut demander l'asile et la police aux frontières qui fait semblant de se boucher les oreilles à ce moment-là. Quand les visiteurs arrivent, ça donne un autre poids à cette demande-là. C'est un peu les trois volets de l'action de l'ANAFE. Et c'est une association qui tient à peu de gens, hein. C'est 5 salariés. Du coup, il y a 110 visiteurs qui sont sur les différentes associations qui sont autorisées. Et les gens qui font les permanences juridiques, c'est 15 personnes maximum, quoi. Alors, après, ça tourne régulièrement, mais il n'y a jamais énormément de gens dans ces endroits. Eh ben, très bien, merci. Au revoir. T'as appelé qui là ? Je remonte doucement, mais okay. Sûrement, je suis à Toulouse. Il y a sans trop de surprise, il y a personne jusqu'à Toulouse. L'ANAFE milite pour qu'il y ait des permanences d'avocats en zone d'attente et donc milite pour ne pas avoir à faire ce qu'elle fait en ce moment, c'est-à-dire de l'accès aux droits, mais un peu bâclé parce que c'est par téléphone très souvent. Enfin bâclé. Les bénévoles vraiment mettent tout leur cœur, mais dans des conditions qui sont pas du tout optimales pour donner un accès à des droits. Bienvenue à la police aux frontières de Modane. Veuillez patienter, nous allons traiter votre appel. En cas d'urgence, bien vouloir composer le 17. Voilà, pour dire que l'ANAFE en fait milite presque pour ne plus exister, pour qu'en fait il y ait des gens qui fassent ça et pour que les zones d'attente en fait ce soit un espace qui n'existe plus comme il l'est aujourd'hui, en tout cas qui atteint les droits des gens en fait. Oui, bonjour, Charlie Troncy de l'association ANAFE. Je voulais savoir si les personnes étaient maintenues en zone d'attente. 4 personnes. D'accord. Ce serait possible d'avoir leur nom, leur date d'arrivée, d'où ils viennent et leur nationalité ? Alors, les zones d'attente, c'est surtout un concept juridique. Donc, il y en a 104 quand même, c'est quand même des lieux, hein. Il y en a 104 en France, donc sur des zones aéroportuaires, portuaires et des gares internationales. Et ce sont des zones dans lesquelles sont enfermées les personnes qui n'ont pas droit d'entrée sur le territoire français. C'est pas le droit, c'est le droit français qui s'applique, mais pour une zone qui n'est pas le territoire français. Donc, c'est un droit particulier du Code des étrangers en France. La police peut les enfermer jusqu'à 20 jours. Et il y a toute une logique juridique administrative qui se joue avec des passages devant le juge des libertés de la détention au 4e jour et au 12e jour, avec une possibilité de demander l'entrée sur le territoire au titre de l'asile pour les gens, mais c'est
pas du coup une vraie demande d'asile, c'est un peu une pré-demande, et avec des lieux physiques très différents. Donc la plus grosse zone d'attente en France, c'est celle de Roissy-Charles de Gaulle, où il y a entre 50 et 120, 130 personnes qui sont enfermées tous les jours. Et il y a des zones où il y a assez peu de personnes qui passent, mais quand même des personnes qui passent. Voilà, et ça peut être une pièce fermée à côté de la police aux frontières de l'aéroport. Ça peut être une pièce et puis les gens vont dormir le soir dans un hôtel qui est à côté, où les poignées intérieures sont enlevées, où la police garde la porte. Enfin voilà, en fait, il y a beaucoup de situations différentes. Enfin voilà, il y a des conditions différentes de détention, mais la zone d'attente, c'est avant tout en fait, les gens ont accès à la même logique en fait administrative. Fue en marzo, fue el 26 de marzo si no mal recuerdo. Joshua a voyagé le 26 mars. Nos conocimos en México, comenzamos una relación. Il a connu Amandine au Mexique. Après 2 ans de relation et plusieurs allers-retours d'Amandine, ils ont planifié la venue de Joshua en France. Se me permitió abordar, ellos vieron que cumplía con todos los requisitos y llegué a Francia. Quelques mois plus tard, il est arrivé à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Dans le documentaire, à un moment donné, moi ça m'a marqué quand je l'ai entendu, c'est vraiment une personne qui s'exprime et qui dit mais il y a personne qui est blanc ici, il y a aucune personne blanche. Et de ce qu'on comprend, c'est que c'est très arbitraire de choisir qui rentre ou qui ne rentre pas sur le territoire. Est-ce que vous en savez un peu plus? Qu'est-ce qui fait qu'on ne rentre pas sur le territoire français? Les motifs de refus d'entrée sont les garanties de représentation. Donc pour faire très court, c'est quand il manque un papier, une assurance, un billet d'avion retour, une attestation d'hébergement ou un relevé de compte mentionnant une somme minimale que la personne devait avoir. Il y a le risque de trouble à l'ordre public. Donc là, en fait tout ça c'est aussi après les autres c'est plutôt des catégories dans lesquelles on peut mettre des choses. Du coup, trouble à l'ordre public, il y a vraiment tout et rien qui peut être mis dedans. Du coup, c'est là que l'arbitraire se joue. L'arbitraire, il se joue sur les autres trucs de garantie de représentation parce que ces garanties de représentation ne sont toujours pas vérifiées de façon aussi stricte à chaque fois. Donc il y a des gens qui des fois passent très bien et puis un jour, ils ont exactement les mêmes papiers mais le policier fait un peu de zèle et du coup, il est placé en zone d'attente ou elle est placée en zone d'attente. Et après, pour les catégories, le trouble à l'ordre public, oui, ça a été très utilisé pendant le Covid pour refuser les gens. Ce risque terroriste, cette psychose générale, c'est souvent mis en avant. Mais c'est surtout qu'en fait, quand les policiers cochent trouble à l'ordre public, ils expliquent pas aux gens ce qu'il y a derrière. Donc les gens ont l'impression d'être pris pour des terroristes, mais en fait on n'en sait trop rien de la réalité derrière. Du coup, c'est aussi l'espèce de non-information de ce qui se joue pour ces gens-là. Mais c'est un peu complexe, il y a plein de choses différentes, mais tout ça, la police parle de risque migratoire, donc c'est la force des contrôles qui sont mis en place sur les différents vols, sur les différents trains, sur les différents avions, dépend de circulaires qui parlent de risque migratoire. Donc c'est profondément raciste comme façon de voir les choses. En fait, clairement, les personnes qui sont contrôlées drastiquement comme ça, c'est pas des personnes blanches. En tout cas, c'est beaucoup moins des personnes blanches et c'est très 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 rare de voir une personne blanche en zone d'attente. Ce qui montre que tout le monde n'a pas les mêmes chances d'être touriste non plus, parce que il y a beaucoup de gens qui viennent pour des raisons touristiques, mais il n'empêche que la police considère que parfois les personnes représentent quand même un risque migratoire, même si en fait elles réunissent tous les papiers au final, la police va considérer qu'elles mentent et qu'elles ont des raisons différentes d'entrer sur le territoire que ce qu'elles énoncent. Et du coup ça, en tout cas là je donne mon opinion, c'est très grave parce que ça ouvre la voie à toute légitimation d'interprétation de la part de la police aux frontières. Et ça, il y a pas de barrière à ça en fait. Et à partir du moment où on est dans un espace où la police a tous les pouvoirs, où le cadre légal de protection pour les gens est très très faible, ça ouvre la voie à ce qu'on peut entendre dans le documentaire, c'est-à-dire des atteintes très très grandes aux droits humains. La dernière raison du refus d'accès, c'est la police peut contester la véracité des documents. Donc là, la police peut décider que ce document-là est faux. Après vérification, que le document soit véritablement faux ou vrai, les personnes ne sortent pas nécessairement de zone d'attente. Dans le documentaire, il y a une femme qui est rentrée parce que la police disait que son visa était faux. Il a fallu qu'elle attende 4 jours de passer devant un juge en affirmant qu'elle était enceinte et pas en mesure de rester enfermée en zone d'attente pour qu'elle soit libérée de zone d'attente. En fait, pour être libérée de zone d'attente, il faut montrer patte blanche devant le juge pour pouvoir prouver par A plus B que plus C plus D plus toutes les lettres de l'alphabet que les gens vont rentrer chez eux. Et les façons de vérifier de la justice sont quand même parfois violentes pour ça. Ils nous ont dit qu'on va vous amener à l'hôtel. On est sorti, on a marché. On escorte avec des policiers comme si tu as fait un crime ou bien un délit. On a croisé même des gens
des personnes qui arrivaient comme ça, j'étais ébahie. Vous parlez de justice et on l'entend d'ailleurs dans le documentaire qu'à un moment donné on passe devant les juges, etc. Mais c'est long, 4 jours, c'est long. 4 jours d'attente et de pas savoir ce qui se passe dans un pays où on comprend pas forcément la langue et que finalement parfois les personnes repartent sans voir le juge. Tu pointes quelque chose d'hyper important qui est que, en fait, il y a aussi une logique d'intimidation en zone d'attente de plein de manières différentes, de par les conditions de détention, de par des méthodes d'intimidation. Voilà, enfin, je me permets d'employer ce mot parce que convoquer une personne tous les jours dans un bureau en tant que policier pour lui dire alors maintenant dis-nous vraiment ce que tu viens faire en France, c'est une logique d'intimidation. Forcer quelqu'un à faire un test PCR, pouvoir être envoyé, c'est une forme d'intimidation. Et ça c'est quelque chose que nous dans nos entretiens on a très souvent entendu et aussi dans les permanences téléphoniques. Et du coup souvent les personnes en fait ont peur et ne veulent pas rester dans cet espace-là. Donc alors qu'elles auraient tous les droits de rester en France en fait s'en vont avant les 4 jours et avant du coup ce 4e jour qui leur permettrait peut-être une forme de considération de leur situation. Et aussi, donc ça c'est une des raisons qui fait que les gens ne passent pas devant un juge, c'est qu'elles souhaitent repartir avant, mais surtout la police en fait les renvoie. Parce que la police, dès qu'il y a un vol qui correspond à la provenance directe de la personne, en fait, elle essaie de renvoyer la personne par ce moyen-là, quoi. Du coup, tout ça fait que au final, c'est très très long, 4 jours, mais les personnes, voilà, parfois, en tout cas, ne restent souvent pas cette durée-là, quoi. Il y a l'ANAFE qui a fait un gros travail il y a 1 an ou 2 ans, qui a fait un recours au Conseil constitutionnel pour pouvoir avancer ce délai à 2 jours, et ça a été rejeté. Donc voilà, on est toujours sur 4 jours avant de voir le juge. Hello, do you speak French? No, Sudanese, no. Okay, you speak English? No. No. Somebody speak English around you? Or French? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, citoyennes, en plus que s'informer? Il y a plein de choses à faire. Déjà, les zones d'attente, c'est très méconnu. Donc, si des gens ont connaissance de ça, en parler autour d'eux. Si des gens écoutent le doc, en parler autour d'eux. Sans forcément faire écouter le doc, parler de ce qu'ils ont entendu autour d'eux. Après, l'ANAFE cherche souvent des bénévoles. Donc, s'il y a des gens à Paris ou des gens en province pour faire de la visite de zones d'attente plutôt, peuvent contacter l'ANAFE, faire des dons à l'ANAFE ou faire des dons à d'autres associations. Ça s'inscrit dans une logique plus large. Il y a plein d'associations qui travaillent sur les droits des étrangers qui méritent d'être soutenus. Et il y a aussi quand on voyage dans un avion et qu'on voit des policiers venir placer quelqu'un dans un avion, il y a la possibilité de faire du grabuge pour que l'avion ne parte pas avec cette personne et que le pilote demande à ce que la personne sorte. Donc se dire que quelqu'un qui arrive entre les mains de la police qui est placé dans un avion, c'est pas normal et que ça ne doit pas exister et le signifier, c'est quelque chose que les gens peuvent faire. Et j'avais jamais pensé à ça, mais je pense que quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans notre tournage avec Antoine, c'est le passage devant le juge. Et ce qui est marquant, c'est qu'il y a personne, à part les membres de famille, des gens ou les administrateurs et administratrices ad hoc pour les mineurs isolés qui sont en zone d'attente. En fait, il y a absolument personne qui va voir ce qui se passe, alors qu'il y a un droit de regard citoyen et citoyenne, enfin pour les citoyens et les citoyennes sur ce qui se passe. Et moi, je dirais que c'est quand même une forme d'action que d'aller voir ce qui se passe et en n'étant pas membre de l'ANAF, et que en fait ce droit de regard qui normalement il y a dans tous les tribunaux, en tout cas de grande instance comme celui de Bobigny, en fait ce droit de regard il peut difficilement être exercé à Roissy, dans la zone d'attente de Roissy par exemple, parce que en fait c'est une annexe du tribunal de Bobigny qui est placée là-bas et c'est vraiment un droit en fait les associations ont beaucoup milité contre ça parce que ça a créé ça crée une invisibilisation encore plus importante des gens. Donc même si c'est compliqué d'accéder aux zones d'attente, ça peut aussi être une forme d'action que d'aller juste assister à un jugement et que la police voit que en fait c'est su de la part des citoyens qu'il y a des gens qui sont là, qui sont jugés dans telles conditions. Moi je trouverais ça important et je vais pas être trop long, mais en fait ce documentaire on l'a aussi fait parce que pour nous ça reflète une logique de la politique migratoire française en fait, et c'est aussi se questionner sur en fait qu'est-ce que l'État cherche à faire de ces gens et quelle est la logique derrière tout ça. Juste en fait se questionner là-dessus, et si des gens ne sont pas questionnés là-dessus, peut-être que effectivement la zone d'attente est un cas assez emblématique de un peu cette politique crue en fait. S'il n'y a pas de garde-fou à cette politique-là et à cette logique-là, qu'est-ce qui se passe? Quelles atteintes aux droits il se passe? Et est-ce que vraiment on veut ça? Et je pense que si juste se questionner là-dessus, je pense que c'est pas mal, ne serait-ce que pour des logiques d'action dans d'autres domaines en France avec des personnes qui sont sur le territoire ou quoi. Affaires, là? Je
de temps je passe sous le contrôle policier, le plus mon opinion change. Petit à petit, je commence à voir comment le rapport de force se présente avec... voilà. En fait, on veut pas que tu sors d'ici. Comment on crée une narration sur quelque chose qui est fait de beaucoup de témoignages et sur quelque chose d'extrêmement vivant, sur parfois 4 jours, parfois beaucoup de témoignages. Des fois, nous-mêmes, on se demande un peu comment on en est arrivé là. Hein. Enfin, en tout cas, moi, des fois, quand je vois la session de montage, je me dis, waouh, c'est quand même... C'est un documentaire qui est fait de beaucoup de petits morceaux qui sont agglomérés les uns aux autres pour raconter une histoire qui est un peu plus grande. Et du coup, ça a été un long travail. On avait beaucoup de rush d'écouter, retranscrire, réécouter, discuter. Parce qu'on est deux, donc il y avait ce truc de pas imaginer les choses chacun de notre côté, mais les imaginer ensemble. Et du coup, ce travail de dérochage, d'écoute et de voir qu'est-ce qu'il y a dans les mots, qu'est-ce qu'il y a dans la force du son, au-delà des mots, de la situation, tout ça. Ça a été un travail de base qui a permis de mettre les fondations pour construire le projet commun. Après, comment on construit une narration avec tout ça, on avait tout de suite envie qu'il y ait l'ANAFE et les permanences téléphoniques qui soient là. En fait, le documentaire est une espèce de tentative de communication entre l'intérieur et l'extérieur constant. Et du coup, c'était ça l'idée de base, c'est de maintenir une tension autour de ce fil qui est de téléphone, qui est le seul moyen de communiquer pour rentrer à l'intérieur ou pour essayer de sortir de là. Et du coup, il y a les gens qui sont enfermés, qu'on a eu au téléphone, et du coup, il y a pas mal de voix différentes qui sont pas nommées de ça, mais il y a quelques voix récurrentes qui permettent de lier un peu tout ce propos-là. Il y a les permanences juridiques par téléphone qui posent des questions et en même temps qui répondent à des questions et qui permettent de structurer et de reposer l'oreille aussi, parce que l'écoute de voix téléphoniques est un peu fatigant, donc c'est des moments où aussi l'oreille peut un peu se reposer pour pouvoir être prête à re-rentrer dans des moments d'écoute un peu plus intenses et un peu plus durs. Voilà, après ça a été un travail d'expérimentation, on a essayé, on a pris le temps, c'est ça. Oui, et en fait pour penser à l'espèce de crescendo global, on l'a quand même pensé du point de vue des gens, en fait, et de l'ANAFE derrière qui commence à dire, en fait, vous êtes en zone d'attente, c'est pas en France, voilà, tout ce discours-là, et petit à petit, en fait, aller vers la logique de nous, ce qu'on a appelé en fait un peu le renvoi à tout prix, qui était de dire, en fait, ok, il y a des moyens d'action, mais en fait, au final, la logique reste le renvoi. Et pas le respect des droits des gens et pas le fait de les faire libérer, en fait. Et que ça, c'est très difficile. Et du coup, petit à petit, on a aussi fait rentrer le personnage de la zone d'attente que nous, on avait pensé comme étant la composition électroacoustique, qu'on entend un tout petit peu au début et qui petit à petit prend de plus en plus de place. Et ça, pour nous, c'était important c'est une manière aussi d'exprimer notre point de vue. En fait, pour nous, c'est ça. C'est ça la zone d'attente, et elle représente un système. Et même si ça paraît un peu gros et peut-être un peu trop militant, j'en sais rien. En tout cas, c'était cette espèce de machine derrière avec des sons d'avion, de téléphones compliqués, qui en fait prend de plus en plus de place et un peu engloutit les gens. En fait, c'est un grand crescendo avec à l'intérieur quand même 4 parties qui nous ont aidés à construire, quoi. D'abord, il y a une partie centrale qui pour nous fait un peu pivot, qui est le passage devant le juge, qui est en fait l'espoir qu'on donne aux gens de pouvoir être libérés, mais qui en fait s'avère être un passage compliqué, un peu incompréhensible pour les gens et qui amène à très peu de libération. Voilà un peu comme on l'a pensé. Pourquoi c'est important de garder une trace des voix ? En fait, dans la voix, il y a les émotions des gens et il y a leur vécu. Et en tout cas, avec notre médium de travail, notre médium radiophonique, on trouve ça très important d'avoir des témoignages directs. Et on se sentait pas, même si ça a été compliqué parfois en termes de qualité sonore, d'enregistrement, en fait, on trouvait que ça signifiait quelque chose et que parfois, le médium qui nous sert à communiquer avec les gens, il est hyper significatif. Et juste faire entendre des voix de gens directement enfermés, pour nous, ça avait beaucoup de poids, beaucoup de sens, plutôt que de parler au passé de gens qu'on a eu au téléphone. Et voilà, en fait, donner une présence aux gens avec leur propre voix, quelle que soit la qualité avec laquelle on a pu l'enregistrer, c'était super important. Et surtout, les gens étaient d'accord pour le faire, donc parfois il y avait aussi une envie de témoigner qu'on a envie de respecter, en fait, aussi. C'est des gens qu'on n'entend jamais, du coup, nous, au départ, on avait vraiment peur de pas réussir à avoir de la voix des gens de l'intérieur. Et du coup, quand on a compris qu'on allait pouvoir le faire, on était content, quoi. En fait, on s'est dit que là, le documentaire, il allait pouvoir exister dans sa pleine force et de rendre hommage aussi à toutes ces luttes. Enfin, c'est clairement des gens qui sont en lutte, les gens qui sont à l'intérieur pour pouvoir sortir et donner à entendre ça, c'est absolument nécessaire, quoi. Et moi, je pense que c'est très important de rencontrer directement des gens qui
qui n'ont pas des situations qui sont comme les nôtres. Et je trouve que le son et le témoignage direct, c'est une manière de rencontrer aussi. Et d'être un tout petit peu avec les gens. Et pour moi, ça a beaucoup de force de faire ça. Pour moi, ça crée de la rencontre, en fait, d'une certaine manière. Et je pense que c'est pour ça que j'aime faire de la radio aussi. Allô ? Vous êtes parti vomir ? Comment ça se fait qu'ils vous ont brutalisé ? Comment ça s'est passé ? Normally, if you want to, you have the right, and if not, Le documentaire, il est en ligne sur le site de la Radio Nationale Suisse. Il suffit de taper Enfermé nulle part. Il est en podcast. Il faut pas hésiter à le partager, enfin le télécharger, l'écouter, le partager. Et puis nous, on aime bien le diffuser aussi en séance d'écoute publique. Du coup, c'est un moment où on écoute tous ensemble. Et après, on discute de ce qu'on a entendu parce que c'est un documentaire qui explique pas tout. Donc c'est aussi bien derrière pouvoir collectivement en discuter. Et pour nous contacter, dis aux gens de contacter Pieds Nus qui nous ont accueillis ici ce soir et que Pieds Nus pourra les rediriger vers nous. Et je pense qu'aussi que pour des diffusions, si c'est plus simple, on peut contacter l'ANAFE aussi et dire on aimerait bien organiser une diffusion chez nous et l'ANAFE saura très bien vous rediriger vers nous, en tout cas pour organiser ça. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Je me permets de vous appeler. C'était déjà pour savoir comment vous alliez. Ça va ? Ok. Merci pour ce documentaire. Est-ce que peut-être on peut redire qui est-ce qui a fait ça ? Ouais, j'ai entendu qu'il le disait à la fin et qu'il parlait de faire des rediffusions publiques. Mais du coup, c'est un truc qui a été fait en partenariat avec l'association Pieds Nus. Et donc c'est un documentaire des réalisateurs et réalisatrices Nausicaa Price et Antoine Boujard en partenariat avec l'ANAFE. Et donc il faut taper Enfermé nulle part et vous allez le trouver. Et bon, du coup là nous on n'a pas trop le temps d'en discuter plus parce qu'on a une suite de programmes, mais en vrai si ça vous intéresse, ça a l'air d'être possible de faire des rediffusions publiques, d'inviter les gens et tout pour en parler. Donc voilà. Et toujours, moi juste en 2 mots, je trouve ça quand même fou que des frontières existent encore et que juste sous prétexte qu'on a des papiers ou on n'en a pas, ou alors de notre ethnie et de à quel point on est racisé, on peut passer une frontière ou non. En Europe, en tout cas en Union Européenne, on a de la chance d'avoir l'espace Schengen et c'est cool de militer pour que cet espace y grandisse jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de frontières, quoi. Voilà. Et moi je voulais faire un lien justement avec les CRA, donc les centres de rétention administrative, qui sont un peu, on va dire, un peu similaires à des zones d'attente où on ne dit pas que tu es en détention, on te dit que tu es en rétention parce que pareil, administrativement t'as pas les bons papiers ou alors tu es sous OQTF. Il y a plusieurs raisons d'être en CRA. Et justement, il y a des associations qui militent à l'intérieur des CRA, comme la CIMAD, l'ASFAM ou France Terre d'Asile. Et j'ai un article de critique, alors ça c'est plus à titre personnel que je voulais faire ça, de critique de ces associations-là. Donc ça s'appelle, c'est à retrouver sur Indie Media, ça s'appelle « Grosse semaine pour les assos qui font leur business sur les CRA ». Ces derniers jours, les sièges de la CIMAD, de l'ASFAM, donc groupe SOS, et de France Terre d'Asile, tous situés à Paris, ont été joliment redécorés. Leurs devantures ont été taguées et des affiches y ont été collées. On pouvait lire « L'État enferme, la CIMAD collabore. ASFAM complice. Feu au CRA. » Ou encore « Ni à Olivet, ni ailleurs. Non à la collaboration dans les CRA. » Ces 3 assos, comme Forum Réfugiés et Solidarité Mayotte, sont payés par l'État pour intervenir en centre de rétention administrative, CRA, auprès des retenus. Elles collaborent ainsi à la politique raciste du gouvernement. Elles méritaient donc, comme toutes les boîtes qui se font de la thune sur l'enfermement, une petite visite. Une visite d'autant plus méritée qu'en 2024, l'État renouvelle son appel d'offres pour les associations en CRA. Lors de la dernière session en 2020, elle s'était partagée près de 24 millions d'euros. Ces assos ont donc le choix. Soit elles continuent à servir de caution humanitaire dans les CRA, soit elles cessent d'y intervenir. Après avoir critiqué et manifesté contre Élisabeth Darmanin, vont-elles renoncer à travailler pour ce qui est le réel objectif de ce texte ? Enfermer et expulser toujours plus de personnes étrangères.
où finalement des millions d'euros versés par l'État pour leur mission, entre guillemets, vont-ils suffire à leur faire fermer leur gueule et continuer comme si de rien n'était ? La réponse est facile à deviner. Nul doute que les assos ne manqueront pas d'arguments du type « on sert à aider les personnes enfermées ». Si ce n'est pas nous, ce sera une autre asso. Tout ça pour s'auto-persuader que ce ne sont pas des charognards qui se paient sur le dos des retenus. Pour la seule année 2024, les 5 associations en CRA vont se partager quelques 10 millions d'euros. Pour cette somme, que font-elles ? Elles servent à apporter une aide juridique et administrative aux retenus, en leur expliquant leurs droits, entre guillemets, en faisant quelques demandes de mise en liberté, ou en les aidant parfois à faire appel contre les décisions prises par un juge de liberté de la détention. Bref, elles ne servent pas à grand-chose. Et on les entend jamais, ou presque, pour dénoncer les violences policières. Tabassage, mise à l'isolement, racisme et médical, refus de soins, cachetonnage, qui ont lieu tous les jours dans les centres de rétention. Les assos en CRA, c'est la CIMAD qui en 2023 a exercé son droit de retrait au CRA du Ménil-Amlo en raison de l'aggravation des conditions de rétention et des expulsions illégales, mais qui au bout de 2 mois a bien sagement réintégré le centre. C'est la SFAM qui au CRA de Vincennes a tenté de cacher la mort de M en mai 2023, après qu'il ait été tabassé par des flics. C'est aussi la SFAM qui attend 15 jours en septembre pour évoquer la mort d'un autre retenu et ne juge pas bon d'informer les autres prisonniers et prisonnières. Un communiqué signé par une 60aine de prisonniers dénonçait encore il y a quelques semaines le rôle de l'association. ASFAM complice, je cite. C'est France Terre d'Asile qu'on n'entend pas alors qu'au CRA de plaisir, les retenus racontent que les personnes enfermées, gravement malades, sont privées de soins et qui a gagné le droit de collaborer au CRA tout neuf de Olivet. Un des 10 nouveaux annoncés par l'État. Le mieux, c'est de demander aux premiers intéressés ce qu'ils et elles pensent de ces assos. Je cite. Quand tu demandes un truc à l'ASFAM, ils te répondent pas, ils te prennent pour un débile. Deuxième citation. L'ASFAM, ils sont trop bizarres. Ils disent qu'ils sont là pour toi, ils peuvent t'aider, mais en fait ils font rien. Ils servent à rien. L'autre jour, je leur ai demandé de téléphoner à mon assistante sociale et à l'association où j'étais hébergé avant d'arriver en CRA. Ils ont refusé. Nous, on pense qu'ils sont là pour nous piéger. Et dernier témoignage. L'ASFAM, ils ne sont pas avec nous. Ils sont du côté de la police. Donc en parlant des violences policières et du fait que ce n'est pas possible de demander de l'aide à l'ASFAM. Ah non, il y a une 4e citation. La CIMAD, on dirait ils ont peur de la police. Quand ils m'ont demandé la feuille pour la plainte, ils m'ont dit « Dis à personne que tu vas faire un certificat pour porter plainte contre la police. » Donc en conclusion de cet article, on a, de par leur présence, les associations cautionnent l'enfermement et collaborent à la politique raciste de l'État français. Tout ça pour quelques millions d'euros. À bas l'enfermement et ceux qui en profitent, feu au CRA. Donc voilà. Je sais pas si ça vous parle. Moi je trouvais ça vraiment intéressant parce que dans les milieux anticarcéraux, des fois on parle justement de la CIMAD et je trouvais ça intéressant d'avoir une critique de ces associations. Il n'y a pas que la CIMAD d'ailleurs. Ouais, ben moi je trouve ça toujours intéressant d'avoir les critiques. Après moi j'avoue que j'étais grave méfiante vis-à-vis de cet article parce que je pense que des fois je suis un peu énervée par les gens qui ont juste une posture de vouloir être contre tout et de surtout pas vouloir se salir et du coup à finalement plus avoir d'issue pour agir concrètement et massivement. Et pour moi des avantages de ce genre d'asso c'est qu'en fait oui elles collaborent mais du coup elles peuvent entrer à l'intérieur. Et ce qui me semble être quand même une qualité. Mais en fait, j'ai l'impression aussi que les critiques, elles sont pas les mêmes, genre envers la CIMAD et envers la FAM. ASFAM, ouais. ASFAM. En vrai, je connais pas du tout, donc je saurais pas dire. Mais moi, j'avoue que je serais réticente à genre dire que c'est tous des collabos de la même façon et que tout est à jeter. Oui, c'est nuancé. Je pense qu'il y a aussi des fois qu'il n'y a pas forcément des mauvaises intentions, mais qu'en fait, oui, de fait, ils existent parce qu'ils reçoivent de la thune de l'État et ils peuvent continuer à aller dans les CRA parce que ils font pas trop de bruit. Et je pense que c'est hyper dur, voire impossible de trouver un équilibre entre genre se rendre utile concrètement dans le quotidien aux gens et aussi juste servir à perpétuer un système et à le rendre plus acceptable. Moi j'ai pas assez réfléchi à la question donc je saurais pas trop en dire plus. Mais en vrai ça pourrait être intéressant aussi, par exemple tu vois, genre je pense qu'à la CIMAD c'est beaucoup des bénévoles. Je crois que même Stéphane qu'on avait reçu il a été bénévole à la CIMAD.
genre d'avoir son avis là-dessus et tout, sur ce qui lui semble possible ou pas de faire à l'intérieur. Ouais, de ouf. Puis j'ai l'impression que ça revient, c'est un débat qui est hyper prenant dans beaucoup de militants et tout, en mode t'as les militants qui sont pro-associatifs, il y a ceux qui sont 100% autonomes et qui sont contre les associations. Et on pourra faire une émission là-dessus, mais c'est intéressant de savoir que nous, on est une radio qui existe depuis, je crois, 20-25 ans. Et il y avait tout un communiqué qui avait été écrit par les gens du GENEPI, du coup, qui avaient commencé cette radio, pour dire pourquoi ils dissolvaient le GENEPI et pourquoi pour eux c'était plus assez radical, et pourquoi ils pensaient qu'il n'y avait aucun avenir, dans le sens où l'État, s'ils enlèvent les subventions, ils n'existent plus, quoi. Peut-être on peut préciser, c'est quoi le GENEPI ? C'était une association d'étudiants qui est née dans les années 70, je crois. Du coup, plutôt d'étudiants blancs et bourgeois qui allaient dans les prisons pour faire du soutien aux détenus, apprendre des trucs, donner des cours et tout. Mais globalement, du coup, la critique la plus prenante, c'était que ces gens n'avaient pas forcément de qualité d'enseignement et arrivaient en mode on va vous apprendre, on va vous sauver. Et du coup, qui créait une posture asymétrique, quoi, avec les détenus. Est-ce que, Falco, peut-être toi, t'as un peu vu genre des assos dans les prisons, genre je sais pas, toi, c'est quoi ton ressenti par rapport à ça, des assos de soutien en détenus ? Moi, concernant les centres de rétention, je connais pas trop. Donc je pourrais pas dire mon avis au niveau de ça, parce que ce serait mentir, voilà. Mais c'est vrai qu'en détention, j'ai connu des associations qui ont dû arrêter par un manque de financement. Je trouve ça un peu... Je trouve ça un peu dégueulasse, en fait. Je parle plus par rapport aux pères de famille, aux jeux d'enfants, tout ça. Donc c'est des associations qui étaient là pour les pères, pour maintenir des liens avec leurs enfants. Et malheureusement, ils ont fermé. Ah ouais. Et est-ce que toi, tu dirais qu'il y a vous arriviez à avoir un lien de confiance un peu avec les gens extérieurs qui venaient, ou est-ce qu'il y a toujours un peu de la méfiance qui reste de est-ce que ce que je peux leur dire va être retourné contre moi, est-ce que ou pas du tout, ou genre ça se passe bien, justement ça permet aussi d'avoir un contact avec l'extérieur, quoi. Alors déjà le mot confiance chez moi c'est très compliqué. Donc je dirais que voilà, même que ce soit des personnes de l'extérieur, on n'a jamais totalement confiance en eux. Parce que on peut dire tout et n'importe quoi, ça peut se retomber sur nous à tout moment. Que ce soit des bénévoles ou non. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours dit aux détenus, il faut garder sa distance en fait. On est détenu, il y a des bénévoles, mais il faut mettre une barrière entre les deux. Ouais, je capte. Est-ce que ça serait pas le bon moment Sauterelle, je crois que tu prévoyais de nous lire un livre. Une petite lecture, si personne n'a rien d'autre à dire pour cette émission. Du coup, moi je voulais juste vous lire un livre que j'aime bien, qui n'a pas tant de rapport avec l'enfermement, même si en vrai ça parle de violences policières et de répression. Donc ça s'appelle Stone Butch Blues, c'est de Leslie Feinberg, et ça a été écrit je pense dans les années 90, et le livre il se passe genre des années 70 à 90 aux États-Unis. Et je veux pas trop vous en dire, mais en mode ça parle de la vie d'une lesbienne masculine. Du coup, c'est ça ce que ça veut dire butch. Butch, c'est les lesbiennes masculines. De base, c'est une insulte, mais ça a été récupéré. Ça parle du travail en usine aussi, ça parle de syndicalisme, ça parle de lutte. Et surtout, je pense que ça peut parler à tout le monde, parce que ça parle vraiment hyper bien d'amour et d'amitié. Du coup, c'est surtout pour ça que je voulais le lire. C'est la petite lecture de l'été. Et donc, si vous voulez le retrouver, en fait, il est en accès libre sur Internet. C'est gratuit et tout. Et sinon, ça s'achète à prix coûtant de l'impression en librairie. On redira le nom à la fin si vous êtes intéressé. Oui, on redira tout. Et du coup, tu voulais nous lire le premier chapitre, c'est ça ? Ouais, je vais vous lire le premier chapitre. Et si ça vous plaît, on fera la suite peut-être d'autres fois. On verra. Trop chouette. Et peut-être rappeler que du coup, il y a beaucoup de violence dans ce livre. Du coup, c'est vraiment trop chouette. Mais si jamais il y a certains sujets qui peuvent vous être mal à l'aise, n'hésitez pas à... Je sais pas, peut-être couper à ce moment-là, etc. Je sais plus de quoi le premier chapitre fait mention, mais ça parle des fois de violences policières, de violences sexistes et sexuelles, d'agressions,
Voilà, donc juste comme ça, vous êtes au courant avant d'écouter, mais sinon c'est vraiment un super livre et je vous encourage vraiment à écouter cette lecture ou alors à aller lire le livre vous-même. Eh ben, je commence. Chère Teresa, je suis allongée sur mon lit ce soir et tu me manques. J'ai les yeux tout gonflés. Des larmes chaudes coulent sur mon visage. Un violent orage éclate dehors, illuminé d'éclairs. Ce soir, j'ai marché dans les rues. Je te cherchais dans chaque visage de femme, comme je l'ai fait chaque nuit de cet exil solitaire. J'ai peur de ne plus jamais voir tes yeux rieurs et moqueurs. Tout à l'heure, j'ai pris un café à Greenwich Village avec une femme. Une amie commune nous a mis en contact, convaincue que nous aurions beaucoup à partager, puisque nous faisons toutes les deux de la politique. Eh bien, on a été au café et elle a causé de la politique démocrate, de colloques, de photos de ses problèmes avec sa coopérative et de son opposition au plafonnement des loyers. Pas étonnant, papa est un grand promoteur immobilier. Pendant qu'elle parlait, je la regardais en me disant que j'étais une étrangère dans ses yeux de femme. Elle me regardait mais ne me voyait pas. Puis, elle a fini par me dire combien elle haïssait cette société pour ce qu'elle faisait aux femmes comme moi, qui se détestaient tellement qu'elles se sentent obligées de ressembler à des mecs et de se comporter comme eux. Je me suis sentie rougir, mon visage s'est un peu crispé et j'ai commencé à lui répondre, très calme et tranquille, que des femmes comme moi existaient depuis la nuit des temps, bien avant d'être opprimées. Puis je lui ai raconté comment les sociétés les respectaient. Alors, elle se donnait un air très intéressé, et puis il était temps d'y aller. On a marché jusqu'au coin de la rue, où des flics emmerdaient un sans-abri. Je me suis arrêtée et j'ai commencé à ouvrir ma gueule. Ils sont venus vers moi, avec les matraques sorties, et elle m'a attrapée par la ceinture pour me tirer en arrière. Je l'ai juste regardée, puis d'un coup, j'ai senti ressurgir en moi des choses que je pensais avoir enterrées. Je suis restée plantée là, à me souvenir de toi, comme si je ne voyais pas les flics sur le point de me frapper, comme si je me retrouvais dans un autre monde, un endroit où j'avais envie de retourner. Et d'un coup, mon cœur m'a fait si mal que j'ai réalisé que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas ressenti quoi que ce soit. J'ai besoin de rentrer chez nous ce soir, Teresa. Je ne peux pas. Alors je t'écris cette lettre. Je me rappelle ce jour, il y a des années de cela, quand j'ai commencé à bosser à la conserverie de Buffalo où tu travaillais depuis quelques mois. Et je me rappelle la manière dont tes yeux ont attrapé les miens et ont joué avec moi avant de me laisser partir. J'étais censée suivre le contremaître pour remplir des papiers, mais j'étais trop occupée à me demander de quelle couleur étaient tes cheveux sous le bonnet de papier blanc et comment ça serait de les sentir sous mes doigts, une fois défaits et libres. Et je me rappelle ton petit rire lorsque le contremaître est venu et a dit « Hé, tu viens ou pas ?» Nous toutes, les ils-elles, les femmes masculines de l'usine, on était folles de rage quand on a appris que tu avais été virée parce que tu n'avais pas laissé le chef du personnel te tripoter les seins. J'ai continué à faire le déchargement dans les hangars pendant quelques jours, mais j'étais un peu maussade. Plus rien n'était pareil une fois que ta lumière était partie. Le soir où je suis allée dans cette nouvelle boîte dans le West Side, je n'ai pas réussi à y croire. Tu étais là, appuyé contre le bar, ton jean trop moulant pour le dire avec des mots, et tes cheveux, défaits et libres. Je me souviens encore de ton regard. Tu me connaissais à peine. Tu appréciais ce que tu voyais. Et cette fois-ci, ma belle, on était sur notre terrain. Je pouvais bouger comme tu l'aimais, et j'étais bien contente d'être sur mon 31. Sur notre terrain. Tu danses avec moi ? Tu n'as dit ni oui ni non. Tu m'as simplement taquiné d'un regard. Tu as resserré ma cravate, caressé mon col de chemise, et tu m'as pris par la main. Tu avais déjà mon cœur, avant même de bouger contre moi quand tu l'as fait. Tammy chantait Stand By Your Man, et on remplaçait tous ces ils par des L dans notre tête, pour que ça colle. Après cette danse, tu avais bien plus que mon cœur. Tu me rendais dingue et tu aimais ça. Et moi aussi. Les vieilles butch m'avaient mise en garde. Si tu veux préserver ton couple, ne va pas dans les bars. Moi, j'ai toujours été une butch monogame. Et puis, c'était notre communauté, la seule à laquelle on appartenait. Alors, on y allait tous les week-ends. Il y avait 2 sortes de bagarres dans les bars. La plupart des week-ends, c'était l'une ou l'autre. Certains week-ends, c'était les deux. Il y avait les bastons entre butch, pleines d'alcool, de honte et de jalousie angoissée. Des fois, c'était vraiment affreux, et ça s'étendait comme une toile pour piéger tout le monde dans le bar, comme le soir où Eddie a perdu un œil parce que quelqu'un l'avait frappé au niveau de la tête avec un tabouret de bar. Je suis vraiment fière de n'avoir jamais frappé une autre butch au cours de toutes ces années. Tu vois, je les aimais elles aussi, et je comprenais leur douleur et leur honte parce que j'étais comme elles. J'aimais les rides qui creusaient leur visage et leurs mains, et la courbure de leurs épaules usées par le travail. Des fois,
Je me regardais dans le miroir et j'essayais d'imaginer comment je serais à leur âge. Maintenant, je sais. À leur manière, elles m'aimaient aussi. Elles me protégeaient parce qu'elles savaient que je n'étais pas une butch du samedi soir. Ce genre de butch avait peur de moi parce que j'étais une Hillel Stone. Si seulement elles avaient su comme je me sentais impuissante à l'intérieur. Mais les vieilles butch, elles, connaissaient tout le chemin que j'avais à parcourir et elles auraient souhaité que je n'aie pas à emprunter parce qu'il fait trop mal. Quand je suis entrée dans le bar en drag king, un peu voûtée, elles m'ont dit « Sois fière de ce que tu es ». Et elles ont réajusté ma cravate, un peu comme tu l'as fait. J'étais comme elles. Elles savaient que je n'avais pas le choix. Alors, je ne me suis jamais bastonnée avec elles. On se donnait des grandes tapes dans le dos au bar et on surveillait nos arrières les unes les autres à l'usine. Mais ensuite est venu le temps où nos vrais ennemis sont arrivés, à nos portes. Horde ivre de marins, brutes dans le style Ku Klux Klan, psychopathes et flics. On savait toujours quand ils entraient parce que quelqu'un pensait à arracher la prise du jukebox. Peu importe combien de fois ça arrivait, on faisait tout un petit « oh » quand la musique s'arrêtait. Et seulement ensuite, on réalisait qu'il fallait relever nos manches. Quand les réacs s'amenaient, c'était le moment de se battre, et on se battait. On se battait, dur, femmes, butch, femmes et hommes, ensemble. Si la musique s'arrêtait et que dehors c'était les flics, quelqu'un la remettait et on échangeait nos partenaires de danse. Nous, dans nos costumes cravates, on se mettait par deux avec nos sœurs drag queens, en robe et talons. Dur de se souvenir qu'à l'époque c'était illégal pour deux femmes ou deux hommes de danser ensemble. Quand la musique finissait par être coupée, les butch s'inclinaient. Nos partenaires femmes faisaient la révérence et on retournait à nos sièges, à nos amantes et à nos boissons avant d'être fixés sur notre sort. C'est là que je me souviens de ta main sur ma ceinture, sous ma veste de costume. C'est là qu'est restée ta main tant que les flics étaient là. Tu roucoulais à mon oreille. Laisse tomber, chérie. Reste avec moi, bébé, tranquille. Comme une chanson d'amour spéciale répétée aux guerriers qui doivent, pour leur survie, apprendre à choisir quelle bataille mener. On a vite compris que les flics mettaient toujours leur camion juste devant la porte du bar et ils laissaient les chiens menaçants pour nous empêcher de sortir. Ok, on était pris au piège. Tu te rappelles de cette soirée où tu es resté avec moi à la maison quand j'étais tellement malade ? Cette soirée-là, tu t'en souviens, je pense. Les flics avaient embarqué la plus stone des butch pour la détruire en l'humiliant. C'était une femme dont tout le monde disait qu'elle gardait son impair sous la douche. On a entendu dire qu'ils l'avaient déshabillée, lentement devant tout le monde, et qu'ils avaient ri d'elle alors qu'elle essayait de cacher sa nudité. Après, elle est devenue folle, ils ont dit. Plus tard, elle s'est pendue. Qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été présente ce soir-là ? Je me souviens des descentes dans les bars au Canada. Parquées dans les camions de police, toutes les butch du samedi soir essayaient de faire gonfler leurs cheveux et d'échanger leurs vêtements avec des petits rires nerveux pour être mises dans le même camion que les femmes. À croire que c'était le paradis. La loi disait qu'on devait porter au moins 3 vêtements féminins. Nous n'avons jamais changé de vêtements, pas plus que nos compagnes drag queens. On savait, et toi aussi, ce qui allait arriver. Pour pouvoir survivre à ça, on avait besoin de garder nos manches retroussées et nos cheveux ramenés en arrière. On avait les mains menottées dans le dos. Tu les avais menottées devant. Tu défaisais ma cravate, déboutonnais mon col et touchais mon visage. Je voyais sur le tien la douleur et la peur pour moi, et je te chuchotais que tout allait bien se passer. On savait que ce n'était pas vrai. Je ne t'ai jamais dit ce qu'ils nous faisaient une fois en bas. Les traves dans une cellule, les stone butch dans une autre, mais tu le savais. Un à la fois, ils traînaient nos frères hors des cellules. Ils les giflaient et les frappaient, refermaient rapidement les barreaux derrière eux au cas où on aurait pété les plombs et essayé de les arrêter. Comme si on le pouvait. Il menottait le poignet d'un frère à sa cheville, où il enchaînait le visage contre les barreaux. Il nous faisait regarder. Parfois on croisait le regard de la victime terrorisée ou de celle qui allait suivre, prise dans l'angoisse de la torture, et on disait doucement « Je suis avec toi mon chou, regarde-moi, ça va aller, on va te ramener chez toi. » On ne pleurait jamais devant les flics, on savait qu'on était les suivantes. La prochaine fois que la porte s'ouvrirait, ce serait moi que les flics allaient traîner dehors et attacher, bras et jambes écartés sur les barreaux. Est-ce que j'ai survécu ? Je pense que oui. Mais seulement parce que je savais que j'allais pouvoir te retrouver à la maison. Ils finissaient par nous relâcher, un par un, le lundi matin, sans poursuite. Trop tard pour appeler le boulot et dire qu'on était malade, sans fric. Sans autre moyen pour rentrer que le stop. Passer la frontière à pied. Les vêtements chiffonnés, en sang. Besoin d'une douche, blessé, apeuré. Je savais que tu serais à la maison si j'arrivais jusque-là.
On me dit qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Il reste 3 minutes et on devait diffuser un son, c'est pour ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, en vrai, il reste la moitié du chapitre, donc je pense qu'on va arrêter là. Ok. J'espère que ça vous a donné envie de lire la suite, même si là c'était la un semaine peu prochaine. Intense, peut-être la semaine prochaine. Ou peut-être dans 2 semaines, ça dépend quand est-ce que tu seras là. Bah, merci beaucoup pour ce début de lecture en tout cas. Ouais. J'espère que ça vous a pas trop frustré. Désolé, on a mal calculé notre temps. C'est toujours trop court. Et du coup, le prochain son, c'est un artiste, enfin sa boîte, qui nous a envoyé le son par mail. Donc n'hésitez pas à faire pareil, en vrai c'est grave cool. Et donc c'est un son de Kenzo. Et ça s'appelle L'Océan. Et la production c'est Armand. Trop bien. Voilà, et si vous voulez retrouver le livre qu'on lisait, c'est Stone Butch Blues. Oui. De Leslie Fenberg. Et bah à la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Bisous tout le monde. À la semaine prochaine. Salut, salut. Gamin, je rêvais d'océan, de lointaines terres et de géants, mais pas d'y trouver le néant. En allant dans l'océan, aspiré par un béant, trop j'y ai perdu l'élan. Au milieu des éléments, déchaîné comme un dément qui m'attirait tel un aimant dans les entrailles, évidemment du vide à des lieux de maman, où rien ne fut comme avant. Bravant les flots, je domptais des eaux agitées, suivant le courant pour ne pas lutter, cherchant le réseau afin de remonter à la surface pour enfin m'échapper de la mélodie qui m'entraînait malgré tout vers le fond. Parodie de chants de sirènes provenant du tréfonds, des abîmes au bien de mon être puisque l'on confond, lorsqu'on est sous pression, le vrai du faux par inattention. Dans l'océan, je m'enfonçais tant bien que mal tout en essayant de ne pas paniquer pour autant. Dans l'océan, j'ai tout tenté pour occulter mon sort effrayant tout en me débattant. J'ai tout tenté pour l'oublier tout en me débattant, en essayant de ne pas paniquer pour autant. Malmené par les vagues, je dérivais tel un fétu de paille au péril de ma vie, parmi les mailles d'un filet sans trouver la faille, pour passer au travers de ces tenailles naturelles qui s'apparentaient plus au phénomène surnaturel qu'au danger bien réel auquel j'ai été confronté, comme une ultime épreuve qu'il fallait surmonter pour que ce jour ne fût pas le dernier de ma carrière écourtée. Car si je m'étais résigné, j'aurais bien fini par couler sous une avalanche d'eau, j'y aurais laissé ma peau. On aurait baissé le rideau sur ma vie, mais mon ego jugeait cela beaucoup trop tôt, de partir ainsi sans écho, dans le silence le plus atroce, sans avoir écrit un mot. À mes proches, à l'abandon, à qui je léguais que des questions, sans réponse et sans raison de disparaître de cette façon. Sous une avalanche d'eau, je voulais pas y laisser ma peau, sous une avalanche d'eau. Alors j'ai nagé sans arrêt pratiquement pour me dégager, sans avoir le temps de douter de mes capacités, malgré l'énorme trajet déroutant qui me séparait de cette plage, accueillant les naufragés. Alors j'ai continué de nager pratiquement pour me dégager, sans accueillant les naufragés. J'ai pu l'atteindre comme j'ai pu atteindre mes 9 ans. L'océan ne me fait plus peur dès à présent. L'océan n'a plus rien d'un géant.